Pour, à mon avis, on va commencer. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire Énergie Plus. Alors, vous êtes donc en direct en vidéo. Pour faire des commentaires, n'hésitez pas à vous loguer. Donc, c'est sur le petit module qui est sur le côté droit. Donc, il faut s'inscrire et se loguer pour pouvoir faire des commentaires qu'on lira directement. Moi, je ferai l'intermédiaire entre vous et la personne qui présente. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est la communauté d'énergie et plus particulièrement, comment mettre en place une communauté d'énergie en Wallonie. On abordera essentiellement la communauté d'énergie orientée électricité. Donc, la présentation se fera aujourd'hui par Aurélie Dubois, qui est référente Smart Région à la direction énergie et solutions durables chez IDETA. Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, je pense qu'on peut tout de suite commencer donc avec la présentation. Voilà. On voit mon écran, Grégory? Pas encore. Voilà, ça arrive. Voilà, on le voit. OK. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là et de porter un intérêt à ce sujet donc des communautés d'énergie renouvelable. Et plus précisément, aujourd'hui, je vous présenterai le projet Coleco. Donc, je me représente un peu rapidement. Donc, je m'appelle Aurélie Dubois. Donc, comme Grégory l'a dit, je travaille chez IDETA, agence de développement territorial en Wallonie-Picarde. Donc, la Wallonie-Picarde allant de Comines jusqu'à Enghien, en passant par Tournai, Ath, pour ne citer que les plus grandes villes. Donc, je travaille pour le département énergie et solutions durables. Département dans lequel on a développé à partir de 2019, on a lancé le projet Coleco, donc sur les communautés d'énergie renouvelable citoyennes. Donc, pour faire un petit programme de ma présentation, donc je vous parlerai bien évidemment du projet Coleco, j'en ferai une présentation générale. Après, je reviendrai un peu plus sur la notion de communauté d'énergie renouvelable, ce qu'elle implique, ce qu'elle comprend. Je reviendrai sur le trajet participatif qui a eu lieu dans le projet Coleco, un des piliers du projet Coleco. Également le trajet logiciel, pardon, et je finirai par les prochaines étapes du projet. Donc, pour commencer, je vais commencer avec une vidéo de présentation du projet Coleco. J'espère que le son passera bien, c'est toujours les aléas du direct, donc je lance.
cette petite vidéo vous a permis de comprendre un petit peu les principes du projet Coleco. Donc, j'y reviens ici. Donc, c'est un projet citoyen avant tout. C'est un projet pilote qui a eu lieu au cœur de la Wallonie-Picarde. Pilote parce que à cette époque, donc quand on a démarré le projet, c'était en 2019. Eh bien, il n'y avait aucun cadre réglementaire en région wallonne. Donc, c'est vraiment une expérience pilote qui a permis de concevoir, de prévoir comment les communautés d'énergie renouvelable pouvaient se mettre en place. Elle a été menée, cette expérience, dans 9 communes volontaires de Wallonie-Picarde, pour créer des communautés d'énergie renouvelable de citoyens. Et le principe était donc que les communes participantes allaient installer des panneaux photovoltaïques sur un de leurs bâtiments communaux et redistribuer le surplus aux citoyens, aux résidents du quartier où se situe ce bâtiment communal. Donc, c'était l'occasion de rendre le photovoltaïque accessible à tous, de mettre du renouvelable sur le réseau de distribution, impliquer les citoyens dans la transition énergétique et leur permettre de faire des économies sur leurs factures. Donc, ici, on voit la carte du projet Coleco, donc les 9 communes. On peut les voir ici avec à Moucron, la COPEM, qui a participé au projet. Je prends comme exemple à Lessines, où nous avons travaillé avec la commune qui compte installer des panneaux photovoltaïques sur une école, la gaminerie, pour redistribuer le surplus dans le quartier. Donc, au total, ce sont 9 quartiers pilotes, un quartier par commune. Ce sont 150 ménages qui se sont impliqués, qui s'impliquent encore d'ailleurs dans ce projet. 450 kW crêtes qui seront installés pour créer ces communautés d'énergie renouvelable. Nous avons un partenaire privé qui est Ologie, et bien sûr, donc, le projet Coleco, c'est en réponse à un appel à projet, l'appel à projet Territoire Intelligent, donc via le programme Digital Wallonia et donc soutien financier de la région Wallonne. Alors, pour vous parler un peu de la méthodologie pour mettre en place ce projet, donc qui a débuté il y a quelques années maintenant, je vais vraiment ici vous parler des 3 piliers de ce projet. Donc, il y a 3 volets qui sont importants à prendre en compte et qu'on a dû prendre en compte pour lancer le projet. Donc, il y a la partie, il faut savoir que ces volets, finalement, ils s'alimentent, ils sont interconnectés, ils s'alimentent l'un et l'autre. Donc, il y a un trajet matériel que vous voyez à gauche. Vous reconnaissez sans doute la petite image en jaune, le smart meter. Donc, smart meter qui est une obligation, c'est-à-dire que toute personne qui participe à une communauté d'énergie renouvelable doit se munir d'un smart meter, sans quoi il est impossible de comprendre, de savoir ce qui est consommé ou produit et à quel moment. Donc, ça a fait partie du programme de vouloir petit à petit munir nos participants de ces smart meters. Mais si on en revient à 2019, à cette époque-là, le déploiement des smart meters n'avait pas encore commencé sur le territoire avec ORES. Donc, nous avons, et c'est la petite image que vous voyez en haut, nous avions une petite box que nous allions placer chez les participants. Avec leur autorisation, bien sûr, petite box qui nous permettrait finalement d'acquérir de la donnée. L'acquisition de données, c'est primordial. C'était primordial pour nous pour débuter ce projet, pour comprendre à nouveau quels étaient les besoins en électricité, finalement les profils de consommation de nos membres. Donc ça, c'était vraiment un prérequis pour débuter dans notre projet, pour comprendre également comment nous allions dimensionner, faire fonctionner les futures communautés d'énergie renouvelable. Ensuite, donc il y a également le trajet participatif que vous retrouvez à droite de mon écran. Donc, on a vraiment souhaité impliquer, responsabiliser les futurs membres de nos communautés d'énergie renouvelable via vraiment un processus participatif, via des workshops.
On leur a tout d'abord demandé de signer une charte d'adhésion à ce projet, hein, donc qui les engageait dans le processus participatif, mais également dans le fait finalement de fournir un effort, de changer leur comportement de consommation pour pouvoir rendre les communautés les plus optimales possibles, pour qu'elles fonctionnent le mieux possible. Donc, le dernier volet et pilier du projet, c'est le trajet logiciel. Donc, dans le projet Coleco, on a voulu également, suite finalement à cette acquisition de données, à ces contacts et retours qu'on avait de nos participants, on a voulu créer des outils numériques qui faciliterait l'émergence de ces communautés d'énergie renouvelable. J'y reviendrai un peu plus tard dans ma présentation. Donc ici, je vais revenir un petit peu sur le concept, avant de parler du projet en tant que tel, sur le concept de communauté d'énergie renouvelable. Donc ici, sur le schéma, eh bien, ça représente l'autoconsommation individuelle, donc un prosumeur, une personne qui a des panneaux photovoltaïques sur son toit, qui va consommer l'électricité qu'il produit. C'est ce qu'on voit en vert et qui réinjectera ce qu'il ne consomme pas quand il n'est pas chez lui. Et on voit également que cette personne reste évidemment dépendante du réseau classique. Lorsqu'il ne produit pas, évidemment, il aura toujours besoin de consommer, je pense. Je vais prendre un exemple simple, le soir ou la nuit, on peut avoir besoin de consommer. Et donc, dans ce cas-là, on reste dépendant du réseau classique. Nouvelle notion qui apparaît, et c'est celle d'une communauté d'énergie renouvelable, finalement. Donc ici, on le voit sur le schéma. Toujours l'idée de placer des panneaux sur un bâtiment. Bon, ici, il est un peu plus grand, mais finalement, ça pourrait être aussi une habitation privative. Donc, quelqu'un installe des panneaux photovoltaïques et décide finalement de les mettre en commun, de redistribuer le surplus dans son voisinage. Alors, j'utilise l'expression voisinage. Pour être un peu plus correcte, je devrais utiliser la notion de périmètre. Il faut savoir que le périmètre, c'est vraiment quelque chose qui colle à la communauté d'énergie renouvelable. Donc, il faut définir, et c'est la réglementation qui le définit également, un périmètre de la communauté d'énergie renouvelable. Alors, pareil, ici, on voit, c'est le même principe. Donc, évidemment, il y a l'énergie qui est produite et consommée dans la communauté, qu'on peut voir en vert. Mais la communauté, et les membres de la communauté restent dépendant du réseau classique au moment où il n'y a pas de production, au moment où il n'y a pas de soleil, finalement, de production d'électricité au sein de la communauté. Donc, évidemment, chaque participant gardera un contrat avec le fournisseur de son choix. D'où le principe de double facturation dans une communauté d'énergie renouvelable, c'est-à-dire qu'il y aura une facture de la communauté d'énergie renouvelable, mais également pour chaque participant une facture qu'il conserve avec son fournisseur habituel. Voilà, ici, donc une communauté d'énergie renouvelable, c'est quoi? Tout d'abord, elle est composée, comme on l'a dit, évidemment, de producteurs et de consommateurs. Ils se réuniront et ils auront à créer une entité légale, une personne morale. L'énergie qu'ils produisent localement, elle est consommée sur place, comme je le disais. Je reviens à cette notion de périmètre qui est très, très, très importante lorsqu'on crée une communauté d'énergie renouvelable. Elle est 100% renouvelable, d'où son nom, évidemment. Parce que il y a d'autres types de partage d'énergie. Ici, on parle de communauté d'énergie renouvelable, mais il y a d'autres types de communautés d'énergie. Mais je ne vous parlerai que celles qui considèrent le renouvelable à 100% aujourd'hui. La production et la consommation sont mutualisées et synchronisées. Alors ça aussi, c'est une notion, un concept important au sein d'une communauté d'énergie renouvelable. Donc, on met en commun plusieurs consommateurs. L'idée, évidemment, ici, c'est de pouvoir aller auto-consommer un maximum cette énergie qui est produite au sein de la communauté. Et donc, l'idée, c'est que chacun puisse quand même aller la chercher, de faire des efforts, changer ses comportements. Et il est aussi important d'impliquer différents types
de profil de consommation. Si vous n'avez, je vais encore prendre un exemple assez simple, mais si vous ne prenez que des personnes qui ne sont pas là la journée pour consommer l'énergie dans votre communauté, quelque part, ça ne peut pas fonctionner. Donc, c'est important de vraiment viser une multitude de profils de consommation. Cette communauté, elle est gérée comme une coopérative par un délégué qui agit un peu comme un syndic. Alors ici, je reviens un petit peu, aujourd'hui je ne vais pas passer énormément de temps sur la réglementation en tant que telle, mais ici, voilà, ça c'est des extraits tirés directement du décret, un décret market design et tarification, méthodologie tarifaire, donc qui a été voté, c'était le 4 ou le 5 mai, au mois de mai ici de 2022, donc qui permet ce partage d'énergie, la création de ces communautés d'énergie. Donc, pour revenir sur quelques grands principes, donc une communauté d'énergie peut produire de l'électricité, fournir de l'électricité, autoconsommer cette électricité, partager entre ses participants, tout ça on l'a déjà expliqué, stocker de l'énergie. Elle peut également fournir des services de recherche pour véhicules électriques, par exemple. J'ai repris vraiment ici les points principaux. Par contre, une communauté d'énergie doit recevoir l'autorisation de la COAP, c'est-à-dire que si demain vous vous lancez dans un projet de communauté d'énergie renouvelable, en tant que citoyen par exemple, et que vous souhaitez mettre à disposition votre énergie verte, eh bien vous ne pouvez pas le faire sans passer évidemment par une autorisation de la COAP, qui est notre régulateur au niveau de la région wallonne. Ça c'est important également. Le producteur, le prosumeur qui se lance dans un projet de communauté d'énergie doit renoncer définitivement au système de compensation. Le participant à une communauté d'énergie doit renoncer au tarif social, mais on parle évidemment pour la partie de l'électricité qui est autoconsommée au sein de la communauté. Et je l'ai déjà dit, les participants doivent avoir un compteur communicant. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour reparler du concept de communauté d'énergie renouvelable. Je un petit peu d'eau, désolé. Maintenant, je vais revenir vraiment au projet Coleco et je vais vous présenter un petit peu le trajet participatif qu'on a mis en place au sein de ce projet. Finalement, ça a été vraiment le ciment du projet Coleco, ce trajet participatif. Donc, il a été défini, envisagé en 3 phases, ce trajet participatif. Donc, il y avait la première phase, la phase d'initiation. Ça, finalement, ça consistait en une séance d'information dans chacune des communes, participant au projet. Alors, évidemment, aujourd'hui, la communauté d'énergie renouvelable, c'est quelque chose dont on entend de plus en plus parler et dont on entendra de plus en plus parler, j'ose l'espérer. Mais il faut savoir qu'en 2019, c'est seulement au niveau européen, dans le Clean Energy Package, qu'on en avait parlé de cette possibilité de partage d'énergie, mais personne n'était au courant de ce qu'étaient ces communautés et ce que seraient ces communautés d'énergie renouvelable. Donc, c'est vrai que voilà, c'était déjà un premier pas vers ces citoyens et il fallait leur présenter ces projets qui étaient encore un flou à cette époque. Donc, il a fallu vraiment créer cette adhésion autour du projet Coleco. Donc, je l'ai dit précédemment, dans les 9 communes, ce sont 150 ménages, plus ou moins, qui ont répondu favorablement et qui se sont engagés dans le projet. Ensuite est venue la phase d'apprentissage où qu'on a partagé, qu'on a divisé en 2 workshops, où là vraiment on a travaillé sur la conso d'électricité, les habitudes, les comportements, comment les changer. Mais ça, j'y reviens un peu plus dans le détail ici dans les prochains slides. Et finalement, 3e phase, la construction qui est encore en cours. Donc, on a fait un premier atelier où on a parlé du prédimensionnement des futures communautés, de la réglementation, parce qu'à ce moment-là, le décret venait d'être voté. Et il nous restera à organiser le 5e et dernier workshop où là, vraiment,
pour ça, on attend le vote des arrêtés parce qu'il faut savoir que les arrêtés ne sont pas encore votés. Donc, on ne peut pas encore créer ces communautés d'énergie renouvelable en tant que personne légale. Mais donc, une fois que ces arrêtés seront votés, on organisera ce dernier atelier afin de discuter de la concrétisation donc, de cette personne morale, des statuts, des clauses d'entrée, de sortie, etc., des clés de répartition. Donc ici, je reviens sur plutôt la phase d'apprentissage qu'on a mis en place avec les participants. Alors, je vous présente ici les supports qu'on a utilisés pour vous permettre de comprendre un petit peu comment ça se passait. Donc, on a utilisé un jeu qui existait déjà, qui a été développé par Habitat et Rénovation en collaboration avec Bruxelles Environnement. Je pense que ce jeu s'appelait les cartes Conso. Donc, qui représente finalement tous ces appareils ménagers qu'on a tous chez nous. Et ici, vous voyez le recto, mais sur le verso, évidemment, il y avait quelques indications qui étaient données sur la puissance de ces appareils, la consommation annuelle de ces appareils, le prix que ça pouvait coûter, etc., etc. Donc, on a vraiment utilisé, on s'est basé sur ce jeu de cartes pour organiser nos 2 premiers workshops et finalement inviter les gens à jouer pour comprendre comment ils consommaient, quels étaient leurs schémas de consommation, et nous aussi, pour nous permettre de comprendre finalement à qui on avait affaire. Quand je dis à qui on avait affaire, je parle en tant que profil de consommateur. Donc voilà, pour illustrer un petit peu, donc on a d'abord essayé de leur faire comprendre leur consommation, quels étaient les appareils chez eux qui consommaient beaucoup, peut-être ceux qui consommaient un peu moins, etc. Ici, on leur a demandé de nous préciser quels appareils ils avaient chez eux. Bon, ici, l'intérêt pour nous, c'était de comprendre aussi quel type de personnes, je reparle de nouveau du profil de consommation, bien évidemment, on avait qui s'étaient engagés dans le processus Coleco. Est-ce qu'il y avait encore du chauffage électrique, l'eau se chauffe à l'électricité, etc., etc. On leur a fait remplir donc cette ligne du temps de la consommation qui est calquée en fait sur le système biohoraire. Donc pour essayer de comprendre comment elles consommaient ces personnes et ensuite suite à ça, une fois qu'elles ont bien compris finalement le schéma dans lequel elles se situaient, c'est là qu'on est passé finalement à cette idée, j'en parlais avec la synchronisation de la conso, donc à cette idée de déplacement de charge, donc de finalement entrevoir la consommation autrement. Moi, c'est vrai que je n'ai pas de panneau photovoltaïque chez moi, donc je suis vraiment calquée sur ce système biohoraire, c'est-à-dire que je vais lancer mes machines le soir, le week-end, parce que j'ai un compteur biohoraire. C'est vrai que là, quand on se lance dans un projet de communauté d'énergie renouvelable, les participants n'ont pas de panneaux chez eux, parce que l'idée, c'est qu'ils aillent chercher cette énergie verte, évidemment, en participant au projet. C'est qu'ils comprennent que finalement, là, maintenant, on va fonctionner autrement. C'est-à-dire qu'on va consommer, déplacer nos appareils, dans les limites du possible, bien évidemment, mais quand le soleil brille dehors. Donc, on a vraiment essayé de comprendre également, suite à ces ateliers, c'est là que je dis que chaque trajet s'alimente un petit peu, finalement, qu'est-ce qu'ils étaient prêts à déplacer aussi, parce que l'effort, oui, mais on a tous nos limites. Donc, on a essayé de comprendre ce que les gens étaient prêts à déplacer également via ces jeux et ces ateliers. Donc la conclusion, c'était que c'était le chauffe-eau, le lave-vaisselle, le lave-linge et le sèche-linge. Les personnes étaient OK de les déplacer, mais à certaines conditions pour certains. Donc vous le voyez sur le graphe à droite de mon écran. Donc chauffe-eau, principalement les gens sont d'accord de déplacer, il n'y a pas de souci. Là, quand on en arrive au lave-vaisselle, lave-linge et surtout le sèche-linge, ils sont OK, mais par contre, ils préfèrent, surtout pour le sèche-linge, être présents quand ils déplacent la charge. Donc voilà, ça nous permettait aussi un petit peu de pressentir les comportements et surtout la possibilité de changer les comportements au sein de nos futures communautés d'énergie renouvelable.
À nouveau, ici, on a travaillé avec eux, avec une petite maquette. Donc, si vous voyez sur le dessin à gauche, on a repris de nouveau des appareils ménagers. Les petites billes, ça représente leur signature énergétique, donc le cycle de ces appareils, le cycle de consommation de ces appareils. Et on a fait une petite maquette qui présentait la courbe de production de la communauté. Et on a été leur demander d'essayer de remplir au mieux avec ces appareils cette courbe de production pour vraiment leur montrer que c'est ça l'objectif. Voilà, donc ça c'était pour la partie participative qui, à mon sens, reste primordiale. Évidemment, comme je vous l'ai dit, nous, le projet Coleco, il a commencé en 2019. Bon, vous n'êtes pas sans savoir qu'entre-temps, la Covid s'est invitée aussi parmi nous, donc ça a pris plus de temps qu'on avait envisagé. Mais voilà, on a quand même essayé de garder ce lien, de créer aussi ce lien entre les personnes, parce que ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais c'était important pour nous aussi de créer une dynamique entre ces personnes, les habituer à collaborer, parce qu'au final, elles allaient créer, c'est leur communauté qu'elles allaient créer. Donc, c'était important aussi pour nous, au travers de ces ateliers, de créer ce lien social entre elles, pour que la communauté puisse se créer, mais pas uniquement en tant que personne, entité légale. Donc voilà, maintenant je vais parler du trajet logiciel, qui est aussi très important dans la réflexion Coleco. Quand on se lance dans un projet de communauté d'énergie renouvelable, évidemment, il y a plusieurs étapes, plusieurs questions à se poser. Donc tout d'abord, j'y reviens à ce fameux périmètre, donc où aura lieu, où s'implantera cette communauté d'énergie renouvelable, qui seront les membres de cette communauté. J'en reviens à la mixité des profils, toujours cette réflexion à avoir. Combien, eh bien, le dimensionnement idéal de la communauté pour qu'elle fonctionne un maximum. J'entends par là qu'on atteigne un taux de couverture et d'autoconsommation assez élevé pour que ça fonctionne. Donc ça, pour cette partie-là, pour ces trois questions-là, on a développé un outil qui s'appelle Thémis. Je vous présente par la suite. Le quoi, la question du quoi n'apparaît pas ici parce qu'ici, évidemment, je vous parle de photovoltaïque. Donc, Coleco, on est bien d'accord, on parle de photovoltaïque. J'en profite pour préciser qu'évidemment, une communauté d'énergie renouvelable, ça peut être d'autres sources d'énergie renouvelable, éolien, biométhanisation, mais ici, je vous parle de photovoltaïque. Ensuite, le comment. Donc, il y a la concrétisation de cette communauté. Donc, j'en ai parlé, l'autorisation de la COAP, constitution de la personne morale, statut, clause, clé de répartition, facturation, etc. Alors, pour la partie clé de répartition, facturation, il existe d'autres outils. J'en parlerai pas ici parce que nous, on les a pas développés dans le projet, mais il y a d'autres acteurs qui ont développé des outils pour aider à la gestion de ces communautés d'énergie renouvelable. Mais il y a aussi cette idée de changer les comportements. Donc, j'en reviens à ce fameux déplacement de charge. Eh bien, pour ça, on a développé l'outil Solus pour aider les gens à déplacer leur charge au mieux, évidemment, parce que c'est pas tout de déplacer sa charge, mais c'est surtout au bon moment. Suivre sa production et la consommation au sein de la communauté. Donc ça, pour ça, on a développé une plateforme qui s'appelle Solaris. Alors maintenant, je vais vous présenter, vous me direz, c'est pas dans l'ordre, mais je vais d'abord vous présenter Solus et Solaris et je vais revenir à Thémis en fin de présentation. Donc, Solus, je reviens à cette idée où on s'est posé la question avec ces personnes, avec les futurs membres des communautés, qu'est-ce que vous êtes prêts à changer dans vos comportements? On se rend compte que c'est pas simple pour différentes raisons, parce qu'on a nos habitudes tout simplement, parce qu'on n'est pas là, etc., etc. Donc on s'est dit, c'est vrai que idéalement, il faudrait quand même offrir un outil qui permettrait d'aider les personnes à déplacer cette charge et, comme je le disais, surtout au moment opportun. Alors, pour ça, on a développé Solus. Solus, c'est une application mobile
qui est disponible sur les différents App Store gratuitement. Et en fait, elle est disponible pour tout à chacun parce qu'ici, je vais un peu dépasser la sphère de la communauté d'énergie renouvelable parce qu'en fait, tout prosumeur pourrait en fait, utiliser cette application mobile. Alors pareil, j'espère toujours que le son, ça fonctionnera, mais je vais lancer une petite vidéo de présentation avant de vous reparler de Solus. Mieux profiter de l'énergie de vos panneaux solaires, c'est un jeu d'enfant grâce à Solus. Lors de votre première connexion, nous personnalisons votre profil grâce aux données de votre installation, de votre habitation et de vos besoins en électricité. Vous pourrez ensuite visualiser vos prévisions de production d'énergie des prochains jours et consulter des recommandations pour consommer l'énergie lorsqu'elle est le plus disponible. Il ne reste qu'à programmer vos appareils électroménagers aux meilleures heures et ainsi optimiser l'utilisation de vos panneaux en faisant un geste pour l'environnement. Voilà, donc pour revenir un petit peu à ce qui a été expliqué rapidement dans la vidéo, donc l'idée c'est que la première fois que vous allez vous connecter à cette application Solus, vous allez devoir créer votre profil. Donc tout d'abord, on va vous poser des questions évidemment sur votre installation, ce qui permettra à l'outil de définir votre profil de production, donc quelle est la puissance, où est-elle localisée, orientation, etc. Ensuite, on va vous poser des questions afin de définir votre profil de consommation. Donc, des questions sur votre habitation, PEB, appartement, maison, combien de pièces, dans votre habitation. On va vous poser des questions sur vos besoins en électricité, combien de personnes dans votre ménage, combien de personnes restent la journée chez vous, en semaine, quels électroménagers vous possédez. Donc, toutes ces questions qui nous permettent de définir votre profil de consommation. Ensuite, ce que fera Solus, évidemment, ça sera demandé qu'une seule fois de remplir votre profil. L'application va vous donner une prévision de votre production à 72 heures. Donc, ce que vous voyez là sur l'écran, donc vous avez cette courbe verte qui est en fait la courbe de production et la courbe rouge, c'est votre profil de consommation. Donc ça, vous pourrez le voir sur les 3 jours suivants. J'ai pris quelques exemples ici. Et l'idée, c'est que finalement, vous allez, au-delà de cette prévision, vous allez pouvoir simuler le déplacement de vos charges. Alors, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire manuellement. Donc, vous allez choisir une des journées, préciser une heure et l'appareil que vous allez déplacer. Deuxième écran, là au milieu, ça va vous donner l'impact que ça a sur votre taux d'autoconsommation. Et là, à droite, sur le troisième écran, vous aurez aussi visuellement l'impact que ça a dans votre courbe de production. C'est un peu à l'image d'un Tetris, pour ceux qui connaissent, donc qui vient s'imbriquer dans votre courbe de production. Donc là, j'ai présenté un peu la possibilité manuelle, mais il y a également des recommandations que l'outil vous fera automatiquement et vous pouvez évidemment recevoir des notifications. Donc, le Solus qui vous dira, attention, dans 2 jours, par exemple, le soleil brillera, peut-être déplacer vos appareils à ce moment-là. Donc voilà, ça c'est… pardon, excusez-moi, encore un slide sur Solus. Il y a aussi une petite gamification, si on peut l'appeler comme ça, qui vous permettra de voir où vous en êtes dans vos déplacements de charge et dans votre consommation d'énergie verte. Donc voilà, ça c'était pour le premier outil. Maintenant, j'en viens à Solaris. Donc ça, c'est une plateforme, comme je l'expliquais, qui permet de suivre sa production, sa consommation. De nouveau, ça peut être un prosumeur, comme c'est le cas ici. Donc, vous pouvez voir visuellement, en fait, vous personnalisez un peu votre dashboard selon vos envies, vos besoins, où vous verrez votre production, votre consommation, votre historique également, annuellement, mensuellement, hebdomadaire, journalière. Ça, c'est vous qui aménagez un petit peu votre dashboard. Mais l'intérêt ici, on en revient aux communautés d'énergie renouvelable, l'intérêt ici de Solaris, c'est qu'il gère également les communautés d'énergie. Donc ici, vous voyez sur mon écran la production
qui est en rouge, hein, la ligne rouge là de la communauté, et puis la consommation, les petites barrettes, hein, si je peux les appeler comme ça, qui ont chacune leur consommation parce que c'est à chaque fois un membre différent. Donc le gestionnaire de la communauté, c'est uniquement le gestionnaire qui a cette vue-là, hein, les membres n'auront pas la vue sur ce que les autres consomment, bien évidemment, mais le gestionnaire de la communauté va pouvoir suivre les consos de chacun des participants de la communauté, ce qui permet un petit peu aussi de travailler sur une adaptation possible, hein, des comportements. Donc pareil, là, vous pouvez le faire de manière annuelle, mensuelle, journalière, etc., etc. Donc voilà, ça c'était pour les deux premiers outils. J'en viens maintenant à Thémis. Thémis, donc, qui, pour rappel, se trouve vraiment, autant les deux outils que je viens de vous présenter, Solus et Solaris, sont des outils qui arriveront au moment où la communauté est créée, où elle existe déjà, elle fonctionne déjà. Autant Thémis, lui, se situe vraiment en amont du projet de communauté d'énergie renouvelable, avant que cette personne morale soit créée, vraiment au moment où la réflexion, en fait, débute. Donc, comme je le disais, il répond à 3 questions, Thémis. Tout d'abord, le où, ce périmètre qui est vraiment lié à la communauté d'énergie renouvelable. Donc, il y a évidemment cette notion de proximité, de périmètre se définit dans la législation. Alors, les arrêtés ne sont pas encore votés, donc je ne peux pas encore vous donner une définition définitive de ce que sera ce périmètre, mais il faut savoir qu'il sera basé sur 2 critères, enfin un critère au choix. Donc il y aura un critère géographique et un critère technique. Donc bien évidemment, quand vous allez créer votre communauté d'énergie renouvelable, il faudra prendre ces critères en considération. Mais là, j'en reviens à notre projet Coleco. Donc, quand on a débuté en 2019, il n'y avait vraiment pas de définition de ce que serait cette notion de périmètre. Donc, lorsque nos 9 communes ont répondu favorablement, ce qui s'est passé dans la pratique, c'est que elles se sont dit, voilà, moi j'ai tel ou tel bâtiment communal, école, administration ou autre, sur lesquels éventuellement je pourrais installer des panneaux photovoltaïques et dont je distribuerai le surplus au sein du quartier. C'est vrai que souvent elles sont arrivées avec plusieurs quartiers, 2, 3 hein, ou plus, et la question était pour nous de les aider dans le choix. Quel est le quartier le plus propice finalement pour accueillir cette communauté, pour démarrer ce projet Coleco? Donc nous, ce qu'on a fait, c'est que finalement, on s'est basé sur d'autres critères. On n'avait pas les critères légaux, si je peux les appeler ainsi. Donc, on s'est basé sur des critères notamment démographiques. On s'est basé aussi sur la mixité des quartiers. J'entends par là différents types de profils de consommation, différentes activités, hein, commerce, etc. Donc, ils sont aussi des consommateurs de jour. On a pris en compte certains critères économiques et des critères techniques. Alors, à l'époque, nous, on a été vraiment au plus prudent, hein, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que comme on ne savait pas quelle serait la limite de ce périmètre, on a pris une cabine ORES et on a repris tous les bâtiments qui étaient donc une cabine basse tension, et on a repris tous les bâtiments qui étaient liés à cette cabine, hein, pour ne pas devoir dire au bout du processus de 2-3 ans à quelqu'un, non, finalement, vous ne pouvez pas faire partie, vous êtes impliqué, mais vous ne pouvez pas faire partie du processus, de la concrétisation. Donc voilà, finalement, cette expérience, elle nous a permis d'envisager le quartier d'accueil sous différents critères, sous différents aspects. C'est ce qu'on a voulu, c'est cette expérience qui nous a permis de développer ça dans l'outil Thémis. Donc Thémis, tout d'abord, c'est vrai que je ne l'ai pas encore précisé, c'est un outil qu'on met à disposition des communes. Donc c'est les communes qui auront accès à l'outil Thémis. Mais l'objectif, c'est finalement que ces communes restent, on imagine le conseiller en énergie, reste l'interlocuteur privilégié avec ses citoyens en matière de communauté d'énergie renouvelable. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'un citoyen projette de créer une communauté d'énergie renouvelable dans son quartier, il va pouvoir aller voir sa commune, son conseiller, pour qu'il lui donne conseil sur comment commencer, débuter ce projet. Donc ici, vous voyez sur l'écran à droite, hein, finalement, l'idée, c'est que à la première rencontre,
le porteur de projet finalement donne certains éléments sur lui, sur son adresse en fait, c'est surtout son adresse parce que c'est autour de cette adresse que tout sera lié, j'ai envie de dire, parce que l'outil va aller chercher des statistiques qui sont en open data sur le web pour nous permettre de lui permettre de faire une analyse du quartier. Donc, comme résultat, on pourra simuler ce quartier et donc l'outil lui donnera un indicateur de pertinence et surtout toute une série de recommandations liées à son quartier pour débuter son projet de communauté d'énergie renouvelable. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Deuxième étape, je disais que ça répondait au qui. Lorsque la personne revient chez elle, donc le porteur de projet, il aura accès à un espace dédié à sa communauté sur le web. C'est ce qu'on peut voir sur la gauche, donc il pourra personnaliser. Mais surtout, de cet espace, il pourra inviter des personnes, on parle de citoyens, on parle de communauté résidentielle ici, des personnes à participer à cette communauté virtuelle. J'entends bien virtuelle, il n'y a aucun engagement ici, on ne parle pas encore d'entité légale, donc vraiment de participer à cette communauté virtuelle. Ça permet de créer une première dynamique, je le disais, ça reste important, ces gens vont créer une communauté et donc il va pouvoir inviter les personnes à participer à cet espace, mais aussi à remplir un formulaire qui vont leur poser un peu ces questions que vous avez vues au moment de Solus, là, des questions qui permettront de définir leur profil de consommation. En fait. Donc ça, c'est la deuxième chose que fait Thémis. Et la troisième question à laquelle répond Thémis également, c'est ce fameux dimensionnement de cette communauté. Je vais dire plutôt pré-dimensionnement, parce que comme je le disais, ici, il n'y a aucun engagement. Donc, évidemment qu'il faudra redimensionner quand tout le monde acte le fait qu'ils vont réellement participer à la communauté. Donc, basé sur ces fameux profils de consommation récupérés là dans l'étape précédente, eh bien, l'outil Thémis va faire un calcul donc de dimensionnement, va prédimensionner la communauté. Alors ça, c'est basé sur un objectif en termes de taux de couverture de la communauté. C'est ce que vous voyez sur la gauche. Et ensuite, Thémis permettra aussi de recevoir des rapports PVGIS, qui sont des prévisions de production de cette communauté. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas par la suite si vous avez des questions, bien sûr. Donc maintenant, je vais parler de la suite, parce que donc commencé en 2019, projet qui n'est toujours pas terminé, Coleco. J'en viens à ce slide. Donc je le disais, 2019, l'Europe a adopté le Clean Energy Package, donc dans lequel il y avait des règlements et des directives. 2 directives nous intéressent aujourd'hui plus précisément, surtout une en fait, énergie renouvelable, l'autre market design, dans lesquelles finalement les notions de partage d'énergie sont apparues pour la première fois. Ça a été transposé au niveau régional, donc dans le décret Wallon Market Design et méthodologie tarifaire qui a été voté au mois de mai. Donc, vous voyez, entre 2019 et 2022. Donc, nous, on n'avait pas cet horizon réglementaire lorsqu'on a entamé le processus Coleco, je le rappelle. J'ai parlé aujourd'hui, je le répète, il y a d'autres systèmes de partage d'énergie possibles. Moi, j'ai parlé des communautés d'énergie renouvelable, CER, à gauche, mais il y a aussi les communautés d'énergie citoyenne. Ça peut être l'autoconsommation collective, ça peut être le pair à pair, mais je ne rentre pas dans ces détails aujourd'hui parce que ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais donc, pourquoi je vous montre ça? C'est parce qu'aujourd'hui, nous, comme je le disais, on est en dernière phase, c'est-à-dire qu'on attend le vote des arrêtés qui sont passés dernièrement en 2e lecture pour pouvoir organiser le dernier atelier, comme je le disais, donc avec tous les participants, pour pouvoir mettre en musique leur communauté d'énergie renouvelable, mais sans les arrêter, évidemment, on est coincé. Donc, notre objectif, de quoi qu'il arrive, parce que une fois les arrêtés votés, donc il faudra mettre en musique, comme je le disais, ça prendra encore un petit peu de temps. Notre objectif, vraiment, c'est que dès début 2024, toutes ces communautés d'énergie renouvelable fonctionnent concrètement.
Voilà, j'en ai terminé pour ma présentation. Donc, voilà, Grégory, moi, je ne vous vois absolument pas. Je ne vois pas les questions. Donc, je ne sais pas si, Grégory, il y a eu des questions, des réactions. Voilà, je suis à l'écoute. On va passer un petit peu à la partie questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions hein, via le système chat sur le côté. Nous, on a quelques questions au niveau de l'équipe. On voulait d'abord avoir une petite question sur le périmètre de la communauté d'énergie. Est-ce qu'on doit être dans un même quartier, dans une même commune, dans un même réseau électrique? Est-ce qu'il y a vraiment des contraintes à prendre en compte au niveau du périmètre? Et est-ce qu'on peut faire ça, en fait, partout ou pas? Alors, encore une fois, je mets des guillemets ou 3 petits points, je ne sais pas comment le dire, parce que le périmètre, cette définition, elle sera votée dans les arrêtés, chose qui n'est pas encore faite. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, évidemment, donc, comme je le disais, il y a 2 critères dans ce périmètre. Donc, au choix, ça sera ou le critère géographique à prendre en compte ou le critère technique. Le critère géographique, aujourd'hui, comment il se dessine, mais encore une fois, on attend les confirmations, les votes de ces arrêtés, ça serait au niveau plutôt donc communal, hein, donc beaucoup plus large que ce que nous on a entrepris. Donc ça ne se limiterait pas à un quartier. Maintenant, moi j'amène quand même une petite précision de l'expérience que je peux en avoir via le projet Coleco. Donc je reprécise que je parle de communauté d'énergie renouvelable citoyenne. Dans ce cas-là, il y a quand même ce critère humain qui reste super important. Donc, quoi qu'il arrive, humainement, je pense qu'un citoyen ira plutôt frapper à la porte de ses voisins plutôt que d'aller 3 villages plus loin. Il y a quand même cette notion humaine à garder en tête, toujours dans ces communautés d'énergie citoyennes, hein, parce que je précise, j'en profite aussi pour préciser que, bien évidemment, les autorités locales, des PME peuvent créer des communautés d'énergie renouvelable. Mais ici, je parle de citoyens. Il y a quand même ce critère humain, je pense, qui sera indéniable et qui restera réaliste lorsque des citoyens voudront créer des communautés d'énergie renouvelable. Pour le deuxième critère, qui est le critère technique, donc là, ça serait plutôt sur un poste plus de gestionnaire de réseau de transport, donc vision également beaucoup plus large. Mais on ne peut pas encore vous le confirmer aujourd'hui, mais bien sûr qu'il y aura des limites à cette communauté. C'est l'aspect local, ça reste un pilier de la communauté d'énergie renouvelable, ce qui n'est pas vrai dans une communauté d'énergie citoyenne que je n'ai pas présentée aujourd'hui. Ne confondez pas communauté d'énergie renouvelable citoyenne et communauté d'énergie citoyenne, hein, c'est 2 choses différentes. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question plus ou moins clairement. Au niveau du tarif, donc on discutait ici, il y aura effectivement au niveau des membres de la communauté donc 2 factures. Il y aura une facture classique avec les fournisseurs classiques, Engie, l'Empiris et autres, et la facture de la communauté d'énergie. Mais est-ce qu'on a déjà quelques pistes sur comment est-ce que sera composé au fait le prix du kilowattheure de cette communauté d'énergie? Est-ce que ça sera un tarif social? Est-ce que ça sera plus un tarif classique? Est-ce qu'on a déjà des pistes là-dessus? Alors, ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'il y aura des frais de gestion de réseau, quoi qu'il arrive, même en étant dans une communauté d'énergie renouvelable locale. Mais pour ce qui en est du prix de l'énergie, je ne sais pas répondre à cette question très sincèrement. La communauté définira le prix de son énergie. Mais c'est tout ce que je peux vous répondre. Je sais que la question du tarif est une question qui revient de toujours et malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question plus clairement que de cette façon aujourd'hui. Ok. Là, je vois une question. Au niveau des échéances, au niveau du gouvernement pour la réglementation, est-ce qu'on a déjà des échéances? Les nouvelles échéances, je ne les connais pas, mais enfin moi, ce que j'avais entendu, ce qui avait été annoncé, c'était fin 2022, mais ici, il vient de passer en deuxième lecture, donc j'imagine que ça débordera un petit peu sur 2023, mais j'ai pas plus de visibilité sur les échéances. Bientôt, j'espère. Alors, pour mettre en place une communauté d'énergie, il y a certaines choses qu'il faut avoir. On l'a dit, il y a un compteur communicant. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qu'on peut mettre en place pour justement pour commencer cette communauté?
Compteur communicant, ça c'est une obligation, hein, donc quoi qu'il arrive, on n'a pas le choix, ce qui a tout son sens, hein, bien sûr, mais je pense qu'après, il y a certains choix. Donc, comme j'ai pu présenter ce trajet participatif, c'était un peu pour inspirer aussi, parce que je pense que ça c'est un choix. Certaines communautés ne travailleront pas du tout sur cet aspect, peut-être que certaines autres auront envie de le faire, hein, des logiciels pour aider, c'est ce que je disais, je vous en ai présenté 3 parce que eux étaient vraiment dans le cadre, développés dans le cadre du projet Coleco, mais il y en a d'autres pour aider à gérer les communautés. Donc voilà, bien sûr qu'il y aura toute une série de choses, de solutions qui viendront appuyer le développement, l'émergence de ces communautés d'énergie renouvelable. Parfait. Ici, donc, tu as parlé de quelques projets qui sont en place, surtout, voilà, tu t'occupes plus du côté Eno. À ta connaissance, il y a combien de projets en place ici en Wallonie actuellement? Il y a quelques projets qui fonctionnent par dérogation, hein. Je sais qu'ici, nous avons Hospigreen, là qui implique que des acteurs privés, donc notamment la ville de Tournai, le CPAS de Tournai. Il y a un projet à Creus également. Donc je sais qu'il y en a, je ne les connais pas tous, sincèrement, je peux pas te donner la liste exhaustive, mais ce n'est que par dérogation, évidemment, qu'elles peuvent fonctionner. Ces expériences pilotes. Mais sinon, je sais que des projets, j'ai rencontré le bourgmestre d'Anu dernièrement, et donc il y a le projet, hein, donc de créer une communauté d'énergie renouvelable sur son territoire, là, donc commune, plus largement, avec plusieurs bâtiments communaux. Donc ça, je sais qu'à Anu, ça se projette. À Bruxelles, il y en a aussi, donc voilà. Super. Tu as expliqué un petit peu, hein, les différentes étapes pour mettre en place cette communauté. Concrètement, voilà, je suis dans un quartier, on serait intéressé avec des voisins à mettre en place cette communauté. Vers qui je peux m'adresser premièrement pour voilà, faire les premières démarches pour lancer cette communauté? La commune, je dirais. Commune, hein. Car moi, c'est ce que je privilégierais. Et voilà, je trouve que c'est important que les communes, je sais qu'il y a certainement certaines communes qui sont présentes, mais je trouve que c'est important que la commune, elle reste un interlocuteur privilégié dans ce cadre, dans ce type de projet qui peuvent finalement être initiés par leurs citoyens. Donc voilà, après il y a certains autres facilitateurs, hein, qui pourront être les ADT, que pourront être Énergie Commune, etc., etc. Mais je pense que dans une première étape, la commune, c'est le bon contact. Le conseiller en énergie notamment. Ouais, super. J'ai entendu donc au niveau des objectifs au niveau européen. J'ai entendu qu'ils voulaient mettre en place une communauté d'énergie par commune de plus de 10 000 habitants. Est-ce que c'est bien juste? Et est-ce qu'ils donnent des délais d'ici 2025, j'allais préciser. Donc, c'est dans leur stratégie énergie solaire. Donc, voilà, leur objectif réellement, c'est en 2025 qu'il y ait une communauté d'énergie renouvelable dans chacune des communes, municipalités de plus de 10 000 habitants. On y est presque, j'ai envie de dire 2025. Oui, c'est sûr. Ça va, je ne vois pas d'autres questions, je vais vite regarder. Est-ce qu'il est prévu un accompagnement à la création des communautés d'énergie par des acteurs associatifs? Certainement qu'il y en aura. Je ne sais pas répondre très clairement à cette question, je suis désolée. Mais il y aura toute une série de facilitateurs, et bien évidemment. Alors ici, quid du paiement, du transport, de la distribution au sein d'un même immeuble? Ah, donc attention que là, on est dans un autre concept de partage d'énergie. Donc, quand on est au sein du même bâtiment, on parle d'autoconsommation collective. Donc là, ça se différencie de la communauté d'énergie renouvelable ou citoyenne, dans le sens où déjà, là, on n'a pas besoin d'autorisation on doit notifier.
à son gestionnaire de réseau la création, enfin, la démarche d'autoconsommation collective, mais il n'y a pas besoin d'autorisation. Et là, mais c'est vrai que je ne me mouillerai qu'à moitié sur ce sujet-là parce que je le connais un petit peu moins bien. De nouveau, on attend aussi les arrêtés derrière. Étant dans un réseau privé, si on peut l'appeler comme ça, très sincèrement, je ne vais pas mouiller, mais je pense que dans le décret, il y a une possibilité évidemment d'évincer, enfin de ne pas prendre en compte ces frais. Mais je ne vais pas le confirmer à 100% parce que c'est vraiment moins mon rayon, j'ai envie de dire, aujourd'hui que la communauté d'énergie renouvelable. Mais une bonne question et à laquelle il y aura les réponses bientôt. Ouais. Il y avait une deuxième question, c'est doit-on payer le transport pour une communauté d'énergie locale? A priori, oui. Ok. Alors, au niveau des outils, est-ce qu'ils sont disponibles pour les candidats à la création? Je suppose que c'est tous les outils que tu as présentés. Donc Solus, comme je le disais, de toute façon, ça, il est accessible à tous. Et les deux autres outils, Solaris et Temis, c'est à destination des communes. Alors évidemment, les communes Coleco les ont déjà, ça faisait partie de l'engagement qu'on avait aussi vis-à-vis d'elles quand elles ont participé au projet Coleco. Et donc, pour le reste du territoire, pour le moment, on est en train de développer un modèle pour pouvoir élargir au territoire du Hainaut. Donc, j'ai commencé quelques formations dans certaines communes du Hainaut. Et là, je suis en discussion avec d'autres ADT pour pouvoir répliquer sur leur territoire. Donc, les ADT SPI, Inbewe et le BEP à Namur. SPI à Liège et Inbewe pour le Brabant. Donc, c'est en réflexion. Parfait. Ça va, je ne vois plus de questions. Je pense qu'on arrive donc à la fin du webinaire. Donc ici, il n'y a pas encore de nouvelles programmations de webinaires, mais on vous tient au courant pour les prochains webinaires. Ce sera certainement début de l'année prochaine, donc via le site Énergie Plus ou la page LinkedIn. Voilà, si vous souhaitez une attestation de présence, vous pouvez m'envoyer la demande par email. Voilà, je ne sais pas si tu as encore quelque chose à ajouter, Aurélie. Non, merci à tous. J'espère que ça vous aura inspiré, en tout cas, et que ça aura répondu à certaines de vos questions. Voilà. Merci beaucoup. Écoutez, au revoir. À bientôt alors. À tous, au revoir.